Le son le plus puissant de l'univers n'est pas une explosion, c'est le silence qui suit, surtout lorsqu'il provient d'une personne qui n'a jamais eu le droit de se taire. Ton silence recèle un monde de connaissances tacites. Pendant des années, tu as été le refuge émotionnel des autres, absorbant leur chaos afin qu'ils puissent trouver la paix. Mais alors pourquoi, lorsque tu te tais enfin, lorsque tu te retires enfin pour te sauver toi-même, ton silence leur semble-t-il aussi assourdissant que le tonnerre? Et si je vous disais que ce retrait n'est pas un acte de faiblesse ou de capitulation? C'est un rééquilibrage sacré. C'est une force de la nature qui révèle la vérité inconfortable sur celui qui maintenait réellement le monde en place. Nous allons explorer pourquoi la sortie silencieuse de l'empathie est l'acte de pouvoir le plus dévastateur et le plus transformateur. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il oblige tout le monde à enfin faire face au reflet dans le miroir que vous avez laissé derrière vous. Voici l'histoire de ce qui se passe réellement lors du départ discret d'une personne empathique. Et je vous promets que cela n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Car la personne qui a été invisible toute sa vie est sur le point de devenir la force la plus dangereuse que l'on ait jamais sous-estimée. Vous savez ce qui est fascinant? Les personnes qui maintiennent le monde entier en équilibre sont souvent celles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. En petite parenthèse, par exemple, le monde médical, le pourquoi ce monde médical-là fonctionne, c'est à cause des... j'ai le mot anglais en tête, des infirmiers et infirmières qui sont empathiques. Enlevez les infirmiers et infirmières empathiques du décor et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Ok, je continue. Réfléchissez-y. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment qui a toujours été là. Celui qui se souvient des anniversaires, qui prend de vos nouvelles lorsque vous traversez une période difficile, qui d'une manière ou d'une autre vous rassure simplement par sa présence. Il ne demande pas d'attention, il ne crée pas de drame, il donne simplement. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette personne n'a pas choisi d'être l'éternel aidant. Elle a été formée comme cela. Carl Jung, le brillant psychologue qui a cartographié les territoires cachés de l'esprit humain, a appelé ça le persona de l'aidant. Et persona, soit dit en passant, signifie littéralement masque. Ce n'est pas son vrai visage, c'est un mécanisme de survie sophistiqué qu'elle a souvent construit pendant son enfance, lorsque l'amour était conditionnel et la sécurité rare. Imaginez ceci. Un petit enfant apprend que la seule façon d'obtenir de l'amour est de devenir indispensable, de gérer les émotions de tous les autres, d'être celui qui répare, qui apaise, qui porte la douleur de la famille pour que les autres n'aient pas à le faire. Cet enfant grandit en portant ce masque si longtemps qu'il en oublie que ce n'est pas réellement son visage. Vous avez été l'infrastructure émotionnelle de la vie d'autres personnes. Pensez un instant à l'infrastructure, les routes, les ponts, les réseaux électriques. Personne ne les remarque jusqu'à ce qu'ils tombent en panne. L'empathique est l'équivalent psychologique d'une pierre angulaire, invisible, essentielle, et soutient tout un écosystème relationnel, sans reconnaissance ni remerciement. Mais Jung nous a mis en garde quelque chose de crucial. Un homme affecte une personne. Cela affecte tout un système qui a été construit sur votre travail émotionnel. Mais cela, il ne peut pas se débarrasser de lui-même au profit d'une personnalité artificielle sans être puni. Lorsque vous vous identifiez tellement à votre rôle d'aide et que vous perdez de vue ce qui vous êtes vraiment, votre psychisme finit par se révolter. Le rôle d'aide procure ce que les psychologues appellent les gains secondaires, des récompenses cachées qui le rendent
addictif. Vous vous sentez utile, dis-je, important, moralisateur, supérieur. Vous évitez votre propre souffrance en vous concentrant constamment sur celle des autres. Vous vivez dans le territoire sûr et familier du don plutôt que de risquer la vulnérabilité de la réception. Mais voici ce qui va vous surprendre. Vous n'avez pas été choisi pour votre gentillesse. Vous avez été recruté pour votre capacité à absorber la douleur. Pensez aux personnes qui vous recherchent constamment. Réfléchissez-y vraiment. Quand vous appelle-t-elle? Quand vous envoie-t-elle des SMS? C'est généralement lorsqu'elles sont en crise, n'est-ce pas? Elles ne vous appellent pas lorsqu'elles sont heureuses et veulent partager leur joie. Elles vous appellent quand elles ont besoin de quelqu'un pour gérer leur drame, leur anxiété, leur dernier désastre relationnel. Vous êtes devenu une décharge psychologique. Et le plus insidieux, c'est que vous avez été conditionné à considérer cela comme de l'amour. C'est là que ça devient vraiment tordu. La société applaudit ce rôle. Oh, vous êtes quelqu'un de si gentil. Tu es tellement altruiste. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Le monde récompense ceux qui aident les autres, ce qui rend le masque encore plus difficile à retirer. Tu deviens accro au fait d'être utile, car c'est la seule façon que tu as appris pour te sentir valorisé. Mais ton système nerveux garde tout en mémoire. Toute cette énergie émotionnelle absorbée, toute cette vigilance constante, tout cet abandon de soi, tout cela doit aller quelque part. Et cela se manifeste sous forme d'épuisement professionnel, de maladies mystérieuses, d'une fatigue profonde que le sommeil ne peut réparer. Vous connaissez cette sensation lorsque vous pouvez littéralement vous plus feindre le sourire. Lorsque votre corps commence à se rebeller, peut-être avec une perte de cheveux, peut-être une fatigue chronique, peut-être que vous n'arrivez plus simplement à répondre au téléphone. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre moi authentique qui intervient. Votre psyché vous dit en substance, nous devons parler. Cette performance nous tue. Car voici ce que Jung a compris et que la plupart des gens ne voient pas. Le personnage de elles ont confié la régulation de leurs émotions. Elles ont appris qu'elles n'ont pas besoin de développer leur propre capacité d'adaptation parce qu'elles vous ont, vous. Vous êtes devenu le système nerveux externe de personnes. Des personnes qui n'ont jamais appris à gérer leur propre monde intérieur. Et le plus dévastateur, c'est que vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes à l'intérieur du système. Vous êtes comme un poisson qui essaie d'analyser l'eau. L'environnement même qui vous noie. Vous êtes devenu si familier que vous pensez que c'est ainsi que fonctionne la vie. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant et que votre départ discret aura beaucoup plus d'impact que vous le pensez. Lorsqu'une personne qui a été le fondement invisible de tout un écosystème relationnel se retire soudainement, il ne laisse pas seulement un vide, il révèle le château de cartes qui a été construit sur son sacrifice. Mais cette révélation va bouleverser toutes les personnes concernées. Ce château de cartes dont je vous parle n'a pas été construit par hasard. C'est un contrat symbiotique, un contrat invisible et signé chaque jour entre vous et les personnes qui vous épuisent. Et voici la partie qui va vous mettre mal à l'aise. Vous n'êtes pas seulement la victime dans cette dynamique. Vous en êtes également l'architecte. Je sais que ça fait mal, mais restez avec moi. Pensez à la dernière personne qui vous a vraiment énervé. Celle qui prend toujours sans jamais donner. Qui vous traite comme son dépotoir émotionnel personnel. Qui, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte que tout tourne autour d'elle. Vous avez quelqu'un en tête? Maintenant, voici la question
qui va tout changer. Et si cette personne ne faisait pas que vous utilisez, et si elle vous complétait, Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire sur les relations humaines. Il a découvert que nous n'attirons pas seulement au hasard des personnes difficiles dans notre vie. Nous recherchons inconsciemment des personnes qui portent en elles-mêmes les parties de nous-mêmes que nous avons reniées et enfouies dans ce qu'il appelait l'ombre. Votre ombre n'est pas votre côté sombre, c'est votre côté renié. C'est chaque partie de vous-même que vous avez appris à considérer comme inacceptable, dangereuse ou honteuse. Et voici le rebondissement. Souvent, cela inclut votre pouvoir. Laissez-moi vous décrire la situation. Vous, l'Éternel donneur, avez passé toute votre vie à réprimer, dis-je, votre capacité à faire preuve d'un égoïsme sain, votre droit de dire non, votre permission de vous mettre en premier, votre agressivité naturelle qui fixe des limites et protège votre énergie. Où est passée toute cette énergie? Elle n'a pas disparu. Vous l'avez projetée sur les profiteurs de votre vie. La personne qui vous met en colère par son égoïsme, elle vit votre capacité rejetée à vous préserver. Celle qui semble se mettre sans effort en premier. Elle exprime le narcissisme sain que vous n'avez jamais été autorisé à développer. La personne qui peut dire non sans culpabilité. Elle utilise les limites que vous n'avez jamais appris à fixer. Vous n'avez pas attiré un narcissiste par accident. Vous l'avez engagé pour qu'il soit égoïste à votre place. C'est ce que Jung appelle la projection mutuelle de l'ombre. Et cela crée ce que j'appelle le contrat symbiotique. C'est un accord inconscient qui ressemble à ceci. Je serai gentil, l'altruiste, le moralement supérieur. Et vous serez le méchant, l'égoïste, celui qui fait ce que j'ai trop peur de faire. Je porterai ta capacité à ressentir de la culpabilité et ta profondeur émotionnelle. Et tu porteras ma capacité à être égoïste et à fixer des limites. Vous resterez tous les deux psychologiquement incomplets. Vous éviterez tous les deux le travail terrifiant que consiste à intégrer votre moi tout entier. Mais c'est là que les choses se compliquent vraiment. Une partie de toi a besoin qu'ils soient égoïstes, car leur égoïsme te donne la permission de te sentir victime, ce qui est tellement plus facile que d'assumer la responsabilité de ta propre vie. Leur mauvais comportement justifie votre martyre. Le fait qu'ils prennent valide votre don. Vous n'êtes pas amoureux de la personne, vous êtes accro à la dynamique. Et le plus insidieux, c'est que vous éprouvez un plaisir secret à voir leur transgression. Quand ils agissent de manière égoïste, une partie de vous vit par procuration à travers leur liberté. Lorsque ces limites sont franchies, une partie de vous-même fait l'expérience d'une libération que vous ne vous êtes jamais autorisé. C'est pourquoi ces relations sont si enivrantes et si difficiles à quitter. Vous ne vous éloignez pas simplement d'une personne, vous vous éloignez de la seule façon que vous avez jamais connue pour expérimenter votre propre pouvoir refoulé. Jung décrivait ça comme le fait de tomber amoureux de l'image de votre propre âme, les parties manquantes de vous-même projetées sur nos personnes. Les femmes qui s'identifient excessivement à leur rôle nourricier et doux projettent souvent leur pouvoir masculin intérieur, leur capacité de logique, de décision et d'action sur des partenaires qui incarnent ces qualités. Les hommes qui ont été formés à être trop accommodants projettent souvent leur vitalité intérieure, leur feu émotionnel, leur capacité de passion et leurs limites sur des partenaires qui semblent posséder ce qui leur manque. Vous ne les voyez pas clairement. Vous voyez votre propre potentiel se refléter en eux. Mais voici la partie dont personne ne parle.
Ce n'est pas vraiment de l'amour. Jung appelait cela une pulsion narcissique inconsciente. Vous ne les aimez pas. Vous aimez l'idée de complétude. Vous êtes amoureux du fantasme que quelqu'un d'autre peut vous rendre entier. Cela crée ce que les psychologues appellent le syndrome de l'autre magique. La croyance qu'il existe une personne qui peut guérir vos blessures, compléter votre personnalité et réparer les dommages de votre passé. Vous imposez un fardeau archétypal impossible à porter à un autre être humain. Et lorsque vous faites cela, vous n'êtes pas réellement en relation avec une personne réelle. Vous êtes en relation avec une projection, un vecteur de votre propre inconscient. Vous l'utilisez pour vous sentir complet, tout comme elle vous utilise pour éviter son propre vide. C'est pourquoi ces relations sont vouées à l'échec dès le départ. Finalement, la réalité vient briser la projection. La personne que vous pensiez connaître s'avère être un étranger. Les qualités qui vous complétaient autrefois vous étouffent désormais. La dynamique qui vous semblait autrefois être le destin vous semble désormais être une prison. Et c'est là que la terreur vous frappe. Car sous le rôle d'aide, sous le contrat symbiotique, sous toutes les projections et les fantasmes, il y a un vide. Il y a la question que vous avez fui toute votre vie. Qui suis-je si je ne suis pas nécessaire ou si je ne suis pas en train d'aider quelqu'un? Ou si je ne suis pas un sauveur ou une sauveuse qui fait partie, soit dit en passant, du triangle de Karpman. Il y a le triangle de Karpman, il y a le sauveur, il y a le persécuteur, il y a un troisième, la victime. Voilà. Et ça m'est venu à l'esprit lorsque j'ai complété ce que j'avais écrit. Que suis-je si je ne répare pas quelqu'un? C'est la panique existentielle qui vous maintient prisonnier. Parce que partir ne signifie pas seulement perdre une relation. Ça signifie faire face à la possibilité que sans le drame, sans la crise, sans quelqu'un à sauver, vous pourriez ne pas exister du tout. Autrement dit, quand on a seulement joué ce rôle-là, on ne sait plus qui on est quand on arrête de le jouer, en d'autres termes. La peur n'est pas vraiment d'être seul. La peur est de se sentir vide. Mais voici ce qui va se passer lorsque vous finirez par partir. Lorsque vous romprez enfin ce contrat inconscient qui régit votre vie, la personne que vous avez complétée va découvrir ce que l'on ressent face à son propre vide. Et les répercussions de cette confrontation seront bien plus dévastatrices que vous l'auriez jamais imaginé. Ces répercussions dont je parle commencent le retard en fait de la force vitale au moment où vous vous taisiez. Imaginez la scène. La personne que vous avez toujours en numérotation rapide tombe soudainement sur votre messagerie vocale. Celle qui pouvait vous déverser ses derniers problèmes quand bon lui semblait n'obtient plus rien. Aucune réponse, aucun conseil, aucune équipe de secours émotionnel se précipitant à son aide. Vous venez de débrancher son système de survie et sa réaction vous dira tout ce que vous devez savoir sur la nature réelle de cette relation. Observez ce qui se passe lorsque vous cessez d'être disponible. Pas de drame, pas de colère, juste une indisponibilité. Soudainement, la personne qui remarquait à peine votre existence lorsqu'elle n'avait besoin de rien devient très intéressée par l'endroit où vous êtes parti. Les SMS deviennent plus fréquents. Les appels deviennent plus désespérés. Elle peut se présenter à votre porte, envoyer des amis communs pour prendre de vos nouvelles ou se souvenir soudainement de votre anniversaire après l'avoir oublié pendant des années, si ce n'est pas des décennies. Sa panique n'est pas due au fait que vous lui manquez. Elle est due au fait que son approvisionnement émotionnel lui manque.
car voici ce que vous avez été pour elles, un Xanax humain, un calmant ambulant et parlant. Lorsque leur monde devient chaotique, ils pouvaient vous en déchaîner et s'en aller en se sentant plus léger, tandis que vous portiez le poids. Mais maintenant, ils doivent supporter leur propre malaise, ils doivent résoudre leurs propres problèmes, réguler leurs propres émotions. Et pour quelqu'un qui n'a jamais développé ces capacités, c'est terrifiant. Vous savez ce qui est fascinant? Ils vont se fâcher contre vous parce que vous avez établi des limites.